Bonjour, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois de juin où j'ai lu 10 livres, donc vraiment plutôt satisfaite du nombre de livres lus, d'autant plus que les statistiques sont intéressantes, ou en tout cas pour les objectifs que moi je me fixe, puisque sur ces 10 livres lus, j'ai lu 8 livres écrits par des femmes ou des autoristes non binaires, et donc 2 livres écrits par des hommes. Donc je suis vraiment plutôt contente de ce ratio, surtout que c'est un des mois où je ne l'ai pas recherché, loin de là. En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. En fait, naturellement, pas vraiment. L'idée, c'est que j'achète de plus en plus de livres écrits par des autrices ou des autoristes non binaires, queer. Et donc, forcément, dans ma pile à lire, il me reste en général que ce type-là de livres. Mais bon, je suis contente parce que c'était pas le cas dans les derniers mois, et donc, parfait. Deuxième statistique intéressante, le ratio c'est un petit peu équilibré en termes de genre de lecture, puisque j'ai lu 5 livres de science-fiction, fantasy, je mets tout ça ensemble, 3 livres de littérature blanche et 2 essais. Donc finalement, il n'y a que la moitié de mes lectures qui sont des lectures de SFFF, ce qui est largement moins que ce que j'ai pu vous proposer dans les derniers bilans lecture, ou même on avait des fois des mois avec des taux à 90%, donc 90% de mes lectures étaient des lectures de SFFF, ce qui est là moins le cas. Je l'ai recherché, oui et non, j'ai recherché à lire plus d'essais. Après, pour la littérature blanche, ça s'est fait en fonction plutôt de mes envies et des parutions qui me tentaient. En termes de saga, j'ai commencé aucune nouvelle saga ce mois-ci, et ça c'était vraiment la bonne nouvelle. Je suis en train de préparer la vidéo point sur les sagas, le point annuel, et ça fait déjà très peur. Donc si au mois de juin j'ai pu commencer aucune nouvelle saga, tant mieux. Dans la même idée, j'en ai continué une, et pas des moindres, et j'ai surtout terminé une saga. Bon, c'est une petite saga, mais quand même, c'est une saga terminée qui nous met sur des bons rails. Bref, on y va, on commence comme d'habitude par la SFFF, donc 5 livres lus. Le tome 9 de l'Assassin Royal de Robin Hobb que j'ai adoré, vraiment. On a les prémices, je pense, de ce qui va réellement se passer dans cette deuxième époque. Ici, Fitz, après avoir sauvé le prince Désir grâce au fou, ou son pseudonyme le Seigneur Doré, il revient à Castelcerf. J'ai toujours peur de confondre avec le nom dans Game of Thrones. Bon bref, il revient à Castelcerf et le prince va se marier avec une sorte de princesse, j'ai oublié le titre exact, des îles, les îles dont étaient originaires les pirates rouges dans la première époque. Et donc, il y a des intrigues qui se jouent, des intrigues politiques, ce que j'aime vraiment beaucoup, vous le savez, en fantasy, mais aussi toujours ces intrigues autour du vif et des partisans ou pas de ceux qui ont le vif. Et du coup, on a des aperçus de ce qui se passe dans Les Aventuriers de la Mer. Sachez que moi, j'ai pas continué cette saga et j'ai lu le premier tome en VO, à savoir les 3 premiers titres dans le découpage français ou la première intégrale qui ressemble à ça, et ça me permet de comprendre vraiment tout ce qui est mentionné. Mais ça laisse entrevoir une intrigue pour les tomes suivants. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le lire. Et la LC, je lis un livre par mois en LC de l'Assassin Royal, commence aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Et vraiment, c'est ma prochaine lecture et j'ai trop hâte. C'est pour ça que je vous le montre en premier. J'ai lu Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la fantaisie historique que je vous invite à aller voir. Et je l'ai lu dans la foulée parce que franchement j'étais trop hypée par la fantaisie historique ces derniers temps. Et par ce livre-là, en plus dans les 3 livres que je vous présentais à la fin de la vidéo, à savoir les 3 livres que j'avais envie de lire pour continuer à découvrir ce genre littéraire. Il y avait Boudica et c'était le seul que j'avais dans ma palle, physique en tout cas. Donc go, j'y suis allée, je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 24 heures tellement que j'ai aimé. Après c'est assez court. Ici on va suivre Boudica. Boudica qui est une jeune femme celte qui vit dans l'île de Bretagne, donc l'actuelle Angleterre,
et elle a un destin hors norme, incroyable, parce qu'elle va fédérer comme ça des peuples celtes pour repousser ou en tout cas faire une guérilla aux Romains, voilà, à l'Empire romain. Et je connaissais absolument pas ce personnage historique et j'ai trouvé sa vie incroyable. Et vraiment, alors même si là c'est romancé, évidemment, ça reste de la fantaisie historique, mais j'ai trouvé ça très intéressant comme première manière d'approcher le personnage. C'est assez facile à bien comprendre les enjeux du coup historiques et elle a une vie qui mérite d'être connue et je me dis, à part certains et certaines professeurs qui la mentionnent, on peut, et ça a été mon cas, traverser une scolarité entière en histoire sans la mentionner, alors que je la trouve incroyable comme femme et qu'elle mérite d'être davantage connue. Le troisième livre de fantasy que j'ai lu, et j'ai commencé le mois avec ça, c'est Babel de R.F. Kuang. Je vous avais dit que je voulais découvrir cette autrice chinoise. En fait, je suis sceptique, j'ai pas tant aimé que ça, je l'ai trouvé, c'est quand même une belle brique, je l'ai trouvé très long, très longué. En fait, on nous vend dans le résumé, et c'est ce que j'avais vu dans les avis, notamment sur Instagram, et c'est ça qui m'avait donné envie de le lire. C'est toute cette intrigue autour de la langue et de la linguistique, et de ces linguistes qui vont aller comme ça pouvoir traduire des mots. Et comme on sait que traduire c'est forcément distordre, modifier, il se joue quelque chose qui va donner lieu à de la magie. Et effectivement on retrouve ça dedans avec des thèmes très forts, notamment le colonialisme, le racisme, le sexisme et comment en fait cette société, Babel à Oxford, dans l'Angleterre coloniale du 19e siècle, va grâce à cette magie assouvir davantage son envie coloniale et de domination. Donc ça, je l'ai retrouvé, mais c'est vrai que c'est très lent à se mettre en place. On flirte avec le roman d'initiation, en fait, de ce personnage qui s'appelle Robin. Il va apprendre, et c'est vrai que tout cet apprentissage est très lent et pas forcément très intéressant. En fonction de où on mettait la focale dans le résumé, on se faisait pas les mêmes attentes du livre, et si on mettait la focale sur cet enjeu de traduction dans la magie, on l'avait, mais pas suffisamment développé pour que ça soit un livre, en tout cas à la hauteur des attentes que moi j'avais et que j'espérais en lisant les avis sur internet. Après, la fin, tout le monde parle de la fin, mais parce que la fin est incroyable, et sans spoiler, je trouve qu'à la fin, elle arrive à montrer très bien la division du mouvement féministe en Angleterre, mais je pense dans la plupart des pays occidentaux, entre ces femmes blanches qui veulent sortir de cette domination patriarcale, y compris en écrasant les personnes racisées, versus les personnes racisées, et notamment les femmes racisées, qui ne se reconnaissaient pas dans le mouvement blanc bourgeois féministe de certains pays, ou en tout cas ces mouvements majoritaires ou les plus connus. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Après pour moi c'était assez loin des attentes que j'en avais, assez loin de ce que le résumé et de ce que les avis me laissaient espérer, et je suis un petit peu restée sur ma faim. Quatrième livre de SFFF que j'ai lu, c'est Sorroland de Rivers Solomon, qui est une auteurice non-binaire. Et Sorroland, ça a été mon coup de cœur du mois de juin, vraiment sans aucune hésitation. Ici, on va suivre une jeune femme qui va fuir le pays béni de Caïn. Donc Caïn, personnage biblique. Et ce pays-là, c'est en fait un pays fondé par les Noirs et pour les Noirs, en tout cas pour cette communauté noire, dans la droite lignée un petit peu des mouvements indépendantistes et autonomes afro-américains aux États-Unis, dans la lignée de ce que a pu être par exemple le Black Panthers. Et l'idée c'était de reprendre du pouvoir et en même temps de se créer un territoire dans lequel on pouvait vivre en sécurité mais aussi avec du bien-être, avec cette double interrogation de revenir ou pas à la terre historique, l'Afrique, mais en même temps ces personnes afro-américaines, elles ont des racines aux États-Unis, une histoire qui les éloigne aussi peut-être de cette vision un peu mystifiée de ce qui aurait pu être l'Afrique. Et en même temps, elles sont rejetées de cette société américaine. Et donc cet entre-deux fait que là, dans le livre, on a résolu ça en créant une communauté. Dans cette communauté, donc on a que des noirs, ça flirte avec une secte un petit peu, et donc cette jeune femme va s'enfuir de cette communauté et elle va aller vivre dans la forêt, et on a un petit peu ce retour à l'état primitif qui est très discuté, parce que du coup on peut, grâce à cet état-là, revenir sur les questions du coup
de différences et notamment de différences sexuelles et les questions de genre apparaissent et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Donc ça c'est toute la première partie du livre avec une ambiance très fantastique, donc de fantaisie, mais surtout fantastique au sens très français du terme, où en fait, peut-être que c'est plausible, peut-être que tout ce qu'on nous raconte, c'est plausible, et j'ai adoré cette ambiance de fantaisie très lourde, c'est vraiment l'atmosphère qui m'a marquée dans ce roman, et progressivement, on bascule vers un roman de science-fiction, et ça j'ai trouvé vraiment intéressant et très bien fait, cette structure du récit entre une première partie très fantaisie et une deuxième partie de science-fiction. Les thèmes abordés sont vraiment incroyables, sont vraiment très bien faits, notamment comprendre ce que c'est le mouvement queer et les personnes non-binaires. J'ai trouvé que c'était très bien mené dans ce livre, mais encore une fois parce que la personne qui a écrit ce livre est une personne concernée. Les dimensions raciales sont hyper intéressantes, notamment les mots qui sont employés avec le génocide des premiers peuples, etc. Bref, un coup de cœur et je vous invite à aller le lire et ça m'a réconciliée avec cette auteurice pour lequel j'avais moins aimé Les Abysses. C'était le premier livre que j'avais lu de elle. Dernier livre de fantasy que j'ai lu et en fait en les ayant enchaînés je vois l'inspiration franchement et la lignée, mais en même temps Octavia Butler est peut-être la queen dans ce domaine de l'afrofuturisme, afro-science-fiction, afro-féministe, fantasy, bref, tous ces termes qui la définissent plutôt bien. Et donc j'ai lu La parabole des talents qui est le tome 2 de sa duologie La parabole du semeur pour le tome 1. Sachez que moi je me rappelais absolument pas du tome 1 et en plus j'avais pas tant aimé que ça le tome 1 et c'était pareil, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, quelle saga pour remplacer La roue du temps, mais je voulais relire du Octavia Butler pour me refaire un avis un peu comme pour River Solomon et j'ai bien fait parce que là j'ai bien aimé. Donc en fait on est X années, je sais plus, après le tome 1 avec cette religion et cette communauté qu'a fondée Lorraine. On est dans un futur post-apocalyptique, on est en 2030-2035 et le monde est sujet à une épidémie, ça c'était dans le tome 1 et la richesse s'effondre, on a une forte insécurité aux États-Unis, on a beaucoup de racisme, enfin c'est horrible surtout dans le contexte actuel. C'est très flippant à quel point finalement quelque chose qui était de l'anticipation se produit et se produit de la même manière. C'est vraiment très flippant avec cette montée de l'extrême droite très chrétienne, très intégriste aux États-Unis, ou en tout cas de ce qui reste des États-Unis. Tout ça dans un contexte de réchauffement climatique atroce et invivable pour les humaines. Bref, et donc Lorraine, elle fonde comme ça cette religion, donc la religion du semeur. Et on va suivre en fait, grâce à une double narration, à la fois la narration de sa fille adulte et des journaux intimes de Lorraine, le développement de cette communauté et des atrocités de ce monde et ce monde futur apocalyptique dégueulasse qui reflète très fortement notre monde à nous. Sachez que cette duologie, il y a des thèmes donc très forts, je vous ai dit le racisme, le sexisme, le réchauffement climatique, mais aussi la religion, et moi je sais que c'est pour ça que j'avais moins aimé le tome 1. Et sachez également que cette duologie était vouée à être une saga plus longue et à passer, et c'est aussi en ça où on voit la filiation peut-être avec Soroland de River Solomon, à devenir une saga de science-fiction parce que un des buts de la religion du semeur, c'est de continuer à évoluer, de continuer à changer. Ça c'est vraiment le paradigme du changement est au cœur de cette religion. Et changer, c'est aussi changer au contact des autres et de ceux qui ne nous ressemblent pas forcément et donc d'aller dans l'espace, découvrir d'autres civilisations. Malheureusement, Octavia Butler est morte avant d'avoir pu achever cette saga, mais sachez qu'à la fin du tome 2, on a une belle fin et on peut prendre ça comme une duologie à part entière sans aucun problème, on a un point final à notre histoire. Voilà pour ce qui est des livres de science-fiction fantasy. Passons maintenant aux livres de littérature blanche. J'ai commencé par écouter Anne Frank, le journal d'Anne Frank. C'est assez difficile de parler de cette œuvre-là parce que pour moi il faudrait distinguer deux choses et je ne sais pas si c'est pertinent de le faire et je vous livre cette réflexion-là. En fait il faudrait discerner l'objet du texte en lui-même parce que l'objet est
quelque chose d'incroyable, de nécessaire. En fait, on a quand même une jeune fille, bon, vous connaissez l'histoire, qui a 12-13 ans, est obligée de vivre cloîtrée au-dessus d'un atelier avec sa famille et une autre famille, et après un autre monsieur qui va arriver pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment pendant que les Pays-Bas sont envahis par l'Allemagne. Dans ce contexte du nazisme, ce sont des familles juives et on connaît les lois antisémites mises en place par Hitler et son gouvernement. Et donc cette jeune femme entend à la radio un jour, avant ça elle avait quand même commencé à écrire, que le ministre de l'Éducation hollandais, je crois que c'est lui, avait dit que c'était nécessaire de documenter cette période-là et ce que vivaient ces familles, notamment les familles juives, et qu'après, pour la postérité, ça serait essentiel. Et en fait, ça l'est. Et en tant qu'objet comme ça, historique, c'est incroyable. Enfin voilà, ça témoigne des atrocités qu'ont vécues les personnes juives, de ce climat antisémite qui malheureusement perdure encore, de ce racisme ambiant qui là encore perdure. Et donc en tant qu'objet littéraire, historique de cette valeur, en plus qui fait partie du matrimoine, c'était incroyable et j'étais très contente de le lire. Par contre, en tant que texte, on suit la vie d'une petite fille de 12 ans initialement jusqu'à ses 15 ans, enfermée, il lui arrive un peu rien. Bon voilà, c'est pas palpitant dans les histoires qui sont racontées, c'est des petites guéguerres, des petites disputes entre les membres de cette famille, elle nous raconte ce qu'elle étudie, etc. Bon, en soi, c'est pas hyper intéressant à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est la mise en contexte, alors historique, ça j'en ai parlé, mais surtout la mise en contexte littéraire, et grâce à la préface et à la postface, on en sait davantage. Et en complément, j'avais lu il y a à peu près un an de ça, Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, où elle passe la nuit au musée Anne Frank à Amsterdam. Et donc grâce à tout ça, en fait ce qui est intéressant, c'est l'histoire, c'est ce qui a été supprimé des journaux d'Anne Frank, notamment tout ce qui a trait à la sexualité de cette jeune fille qui va tomber amoureuse du jeune homme, de l'enfant garçon de l'autre famille avec qui elle est enfermée. Donc tout ce qui a trait à la sexualité et qui a été purgé d'abord par son père, le seul survivant, quand il va donner l'accord de publication des journaux de sa fille. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est toutes les polémiques horribles qu'il y a eu autour de l'authenticité du journal d'Anne Frank et les textes négationnistes qui ont pu être écrits autour de cette œuvre-là. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant d'en apprendre davantage sur la postérité de cette jeune femme, mais surtout de cette œuvre-là et comment la Fondation Anne Frank aujourd'hui se bat encore pour faire reconnaître vis-à-vis de certains l'authenticité de ce texte et d'autres textes écrits par des personnes juives. Autre livre de littérature blanche que j'ai lu, c'est celui-ci. Donc Les vrais amours ou Le vrai amour de Taylor Jenkins Reid. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette autrice. Et là, c'est un livre plus ancien que les 3 qui ont été traduits en français, à savoir, vous les voyez là d'ailleurs, Les sirènes de Malibu, mon chouchou, Daisy Jones and the Six et Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et donc là, c'est un texte antérieur. J'ai pas tant aimé que ça. Alors, j'ai pas détesté, mais on retrouve un petit peu ce qui m'a plu dans les 3 autres textes, mais l'histoire est moins intéressante, je trouve. En fait, c'est pas qu'elle est moins intéressante, c'est qu'on est plus dans de la romance classique, et c'est pas un genre que j'aime beaucoup. Ne vous fiez pas à la couverture, ça n'a strictement rien à voir. En fait, on a une jeune fille qui s'appelle Emma, qui va avoir un amour, coup de foudre, un amour très intense avec Jessie. Jessie qui va disparaître dans un accident d'hélicoptère un jour, et Emma va se reconstruire en repartant de Los Angeles où elle a vécu avec cet homme-là, où ils ont décidé de laisser leur passé de côté. Et elle va retourner dans la petite ville de laquelle ils sont originaires. Et là-bas, elle va rencontrer Sam, qui est un ami d'enfance, et Sam avait déjà eu un peu le béguin pour elle, adolescent. Et elle va vivre une deuxième partie de sa vie, comme quand même très jeune, avec Sam, et c'est un autre amour d'une autre manière. Et en fait, Jessie va revenir, il est pas mort. Bon, ça je vous spoil rien, on le sait dès les premières pages. Et elle va devoir en fait choisir entre 2 hommes. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le résumé. Voilà, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la couverture, qui en plus elle se passe dans le Massachusetts en plein hiver. Bref, rien à voir avec la couverture. Mais ce qui fait la force de Taylor Jenkins Reid, c'est, moi je trouve, en tout cas dans ses histoires, les autres sont plus originales que celle-ci, c'est les éléments féministes dont elle saupoudre le texte et en fait qui nous convainc
de ces thèmes féministes sans que ça soit une plaidoirie ou un plaidoyer pour ça. Et ici c'est pareil, en fait très vite Emma elle se rend compte qu'elle n'a pas à choisir entre Jessie et Sam, donc on n'est pas dans une histoire polyamoureuse même si elle est amoureuse de ces deux personnes, mais elle doit finalement choisir, et ça tout le cœur de ce qu'elle comprend et de ce que j'ai bien aimé, elle doit choisir finalement entre deux versions d'elle-même, deux vies qui s'offrent à elle, deux parcours différents, et elle a la première Emma qu'elle pourrait retrouver, l'Emma de Los Angeles, qui aime bien voyager, qui ne veut pas se poser, etc. Et versus Emma libraire, qui aime sa vie et sa petite routine tranquille. Et c'est plutôt ça, en fait, le choix qui se fera à elle, c'est un choix propre, c'est un choix pour sa vie, et non pas choisir entre deux hommes qu'elle aime. Et ça ne le remet pas en question, mais c'est plutôt les deux schémas de vie qui s'offrent à elle, vont se poser des questions. Donc voilà, c'était une bonne lecture, hein. Je l'ai rushée, ça se lit hyper bien. C'était une bonne lecture, mais sans plus. Voilà, disons que c'est pas à la hauteur des 3 autres livres qu'on a lu d'elle, que j'ai lu d'elle, sachant que, encore une fois, c'est un livre antérieur, donc évidemment sa plume évolue, ses idées évoluent, mais que ça ne m'empêche pas d'avoir hâte toujours de lire Carrie Soto is back. 3e livre que j'ai lu en littérature blanche, il s'agit de L'héritage des espions de John le Carré. Il n'est pas impossible que ça soit un tome 2. Bon, j'ai peut-être merdouillé. John le Carré, c'est un auteur qui a aussi travaillé brièvement pour les services de renseignement britanniques durant la guerre froide. Et vous le savez sans doute ou pas, mais je suis très très fan des livres qui touchent à l'espionnage ou des séries, enfin voilà. Et là, c'était exactement de ça dont ça allait parler, donc je l'avais acheté d'occasion, juste sur ça. Et pour rappel, en fait, on va sortir Peter Guillam, ex-membre au service de Sa Majesté, donc un espion, pour réouvrir une de ses anciennes enquêtes qu'il a menées pendant la guerre froide. Donc ça, c'était le pitch de départ, et en fait, j'ai aimé, mais sans plus. En fait, j'ai trouvé ça très lent, le début, très long à se mettre en place. Et je pensais qu'on allait revivre son affaire d'espionnage avec lui et que les jeunes espions qui l'interrogent et qui remettent en question en fait ça vont vraiment poser un problème éthique, moral, et que du coup on va pouvoir confronter les moyens mis en place par Peter Guillam, l'ancien espion, avec les moyens actuels, se poser des questions aussi sur est-ce que la fin justifie les moyens, etc. Bref, c'était pas du tout ça. Une fois qu'il est interrogé par les nouveaux espions, en tout cas, les espions actuels du service de Sa Majesté, lui refuse totalement de coopérer parce qu'à l'époque, il y avait une teub dans son service et que c'était assez compliqué. Et nous, on va juste suivre des conversations où on va lire des anciens dossiers, mais c'est assez décousu au début. À la fin, on a tous les éléments qui s'imbriquent, on a l'enquête, mais du coup, j'ai trouvé ça pas très intéressant parce qu'on savait les réponses au début et on n'avait pas cet effet enquête policière. Et pour ce qui est des questions éthiques, en fait, pourquoi on réouvre cette enquête? Parce que les enfants des personnes qui sont mortes pendant cette enquête, à savoir un espion et une civile anglaise, portent plainte contre le service de renseignement pour homicide volontaire ou involontaire, je sais plus. Et donc il y a une enquête par le Parlement qui risque de s'ouvrir pour savoir en fait ce qu'on en fait, la presse risque de s'en mêler, etc. Et ça, j'ai trouvé que ça aurait pu être intéressant si ça avait été vraiment mené jusqu'au bout avec, comme je vous le disais, des questions d'éthique, de morale, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que finalement protéger les intérêts d'un pays, notamment là pendant la guerre froide, ça justifie n'importe quel moyen. C'est des questions qui sont pas très posées, ça se finit par une poignée de main entre deux hommes, et voilà. Bref, c'était pas le livre de l'année, c'était pas incroyable, mais je le conseille pas non plus. Et donc, après tout ça, c'est déjà bien trop long, on arrive aux essais. Et là, je vais être plus courte parce que je vous ai fait un vlog là-dessus. Je vais pas y revenir en long, en large, en travers, surtout j'avais bien blablaté dans ce vlog. J'ai lu Faire justice d'Elsa Deck-Marceau, qui était un des livres conseillés pour mon challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Il est toujours très joli. Et ici, on est sur un essai assez facile à lire chez La Fabrique, où l'autrice va se poser la question de, dans les milieux de gauche, et notamment d'extrême gauche, on rejette la police parce qu'elle est sujet à recréer des rapports de domination, et donc on refuse l'intervention de la police, de la justice, etc. Et on essaie de se faire justice au sein du groupe. Cependant, en faisant ça, on reproduit des formes de domination, et elle interroge ce paradoxe et ces paradoxes, notamment dans l'utilisation des mêmes outils, la violence, l'humiliation, l'exclusion, que la justice peut mettre aussi en œuvre. Et donc ça, c'est la première partie du texte que j'avais trouvé
incroyable. La deuxième partie du texte, elle se demande comment faire mieux et on arrive sur la justice transformatrice qui est une question très intéressante, mais du coup l'autrice découvrait, c'est un mot un petit peu fort, mais commencer à aborder ces questions-là. Et dans ma vidéo, dans ce vlog, en fait, je vous avais conseillé d'autres livres plus théoriques qui allaient un petit peu plus loin et c'est pour ça que la deuxième partie du livre m'avait moins convaincue, on va le formuler comme ça, mais la première partie du livre, j'ai vraiment adoré. Et toujours dans ce même vlog, j'avais lu donc ce numéro-là de La Déferlante, le numéro 7, Réinventer la famille, que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et par contre, j'avais vraiment beaucoup aimé cet entretien, je vous le remets là, entre Lola Lafont et Vanessa Springora sur écrire l'indicible autour des violences sexuelles et notamment de l'inceste, que j'ai trouvé très bien fait et ça me donne encore envie d'aller lire ces autrices. Alors Lola Lafont, ça serait de la continuer à la découvrir, alors que Vanessa Springora, j'ai toujours pas lu Le Consentement. J'ai très envie de le lire, mais j'ai toujours... Je sais pas que j'ai peur, mais je sais que ça va être une lecture difficile, donc je la repousse. Bon, voilà pour ce bilan lecture plutôt conséquent, j'ai beaucoup parlé. Bref, 10 livres lus, très contente, notamment pour les statistiques, des très bonnes lectures avec vraiment Soroland en tête. Beaucoup de matrimoine, que ça soit du matrimoine littéraire ou historique, donc beaucoup de femmes, mais aussi quand c'était des hommes, je pense par exemple à Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, on a mis en place, j'ai essayé en tout cas de mettre en avant des femmes dans l'histoire, donc vraiment très cool. Je suis très contente de ce bilan lecture et je vais arrêter sur ça. Je vous remercie de votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter en me disant quelle est votre meilleure lecture du mois de juin ou des lectures que vous me conseillez. Encore une fois, merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!